Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Dr. Douangla Arnaud et toute l'équipe de Medical Mind. Merci pour cette opportunité de pouvoir partager ce soir. Et je suis le docteur Bildi Jérôme, résident en gynécologie, 3e année, à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. Je suis par ailleurs le chef du département de gynécologie obstétrique de Medical Mind. C'est un plaisir immense pour moi ce soir d'introduire cette année dans le volet de gynécologie sur un sujet, avec un sujet très très important que nous avons jugé intéressant pour débuter les échanges scientifiques de cette année. Donc, j'espère que je me fais entendre. Si c'est le cas, je vais commencer. Ok. Le thème que nous avons choisi partager ce soir s'intitule le pathogramme. Donc, il sera présenté par moi-même. Donc, c'est un thème qui a plusieurs cibles, notamment les médecins généralistes, les étudiants en médecine ou tout autre personnel en service à la maternité ou appelé à suivre un accouchement ou pratiquer un accouchement dans une salle d'accouchement. Donc, cette présentation a plusieurs objectifs que nous devrons atteindre à la fin, à savoir pouvoir définir le pathogramme, donner son intérêt, énumérer les principes de l'utilisation du pathogramme, citer les paramètres de surveillance sur un pathogramme et pouvoir le remplir convenablement. Donc, voici l'un des objectifs que nous devons, n'est-ce pas, atteindre à la fin de cette présentation. Bon. Pour atteindre donc ces objectifs, nous allons parcourir un plan simple, à savoir une introduction. Ensuite, nous parlerons tour à tour de l'intérêt, des principes du pathogramme, des différentes composantes et comment le remplir. Et nous allons terminer notre présentation par une brève conclusion. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler d'abord le contexte. Pourquoi il est important de parler du pathogramme aujourd'hui. Donc, le pathogramme, selon les objectifs du développement durable de l'Organisation mondiale de la santé, fixés pour 2016 jusqu'à 2030, l'objectif est de réduire la mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes. Donc, pour cela, il y a un certain nombre d'étapes ou de composants, n'est-ce pas, pour pouvoir bien connaître et mettre en pratique. Donc, tout cela passe par les 4 piliers. Les 4 piliers qui permettent, n'est-ce pas, de réduire considérablement le taux de mortalité maternelle. Donc, la première étant la planification familiale. La deuxième, les consultations prénatales bien conduites. Nous sommes à l'ère où l'OMS nous recommande au moins 8 consultations prénatales durant une grossesse. Le troisième pilier, c'est l'accouchement assisté par un personnel qualifié. Et le quatrième pilier, c'est les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Donc, ainsi rappelés les 4 piliers, nous voyons bel et bien que le pathogramme interviendra au troisième pilier, notamment par l'accouchement assisté par un personnel qualifié. Le personnel qualifié, c'est celui-là qui utilise le pathogramme et qui fait des pratiques justes. C'est donc quoi le pathogramme? Le pathogramme, c'est une représentation graphique des diverses étapes du travail par rapport au temps. Il sert de système d'alerte précoce pour
détecter toute anomalie dans la progression du travail. Il a été adopté par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1988. Donc, depuis cette année-là, il n'est pas concevable de faire un accouchement sans utiliser cet outil qui permettra de détecter précocement les anomalies afin de réduire la morbidité et la mortalité materno-fœtale. Donc, il permet également de vérifier la normalité et de dépister de façon précoce toute anomalie, comme on le disait tantôt. Il ne permet pas, par conséquent, d'identifier les autres facteurs de risque qui pourraient avoir un impact sur l'accouchement. Quels sont ces autres facteurs de risque? Par exemple, une patiente diabétique qui est enceinte, ça ne sera pas évident, ça ne sera pas matérialisé sur le partogramme. Une macrosomie ne sera pas matérialisée sur le partogramme. Toute autre pathologie n'ayant pas un impact direct sur les paramètres que nous allons citer et que nous allons voir dans les éléments qui rentrent dans le partogramme ne seront pas identifiables avant ou pendant le travail. Donc, à quoi ressemble donc le partogramme? Il est sous forme graphique constitué de 3 éléments, 3 grandes parties. La première partie qui concerne la surveillance, les paramètres obstétricaux. Donc ici, tout commence par l'identification de la patiente, c'est-à-dire son nom, sa formule gravidique, la date d'admission, l'heure d'admission, parce que, comme on l'a défini, c'est une surveillance qui se fait en fonction du temps. Donc, il y a un temps maximal avant l'accouchement, au-delà duquel la morbidité maternelle et fœtale sera mise en jeu. Donc, comme autre élément dans la surveillance obstétricale de la progression du travail, nous avons là fetal health rate. Donc, c'est la surveillance de l'activité cardiaque du fœtus, matérialisée ainsi qu'issue de 100 à 180. Donc, on peut avoir des situations où la fréquence cardiaque du fœtus soit inférieure à 100 ou 180. Donc, ça peut arriver et c'est pas bon. Nous allons définir plus tard les marges normales, l'intervalle normal de la fréquence cardiaque. Tout juste en dessous de la fréquence cardiaque, nous voyons liquide. Ici, ça renvoie à la couleur du liquide amniotique. Molding, ça renvoie au remodelage de la tête fœtale. Donc, devant, nous allons montrer comment remplir cette colonne. Donc, tout juste en dessous de ces 2 éléments que nous venons de citer, nous avons le cervicographe, proprement dit, qui est un diagramme ayant pour abscisse les heures et pour ordonner la dilatation du col de l'utérus. Donc, ce diagramme est constitué de 2 parties. Bon, une partie qu'on va appeler phase de latence et une autre partie qu'on va appeler phase de surveillance ou phase active. Donc, sur ce diagramme, nous constatons bel et bien qu'il y a deux lignes parallèles séparées de 4 heures. Ces 4 heures-là n'ont pas été choisies au hasard. C'est un temps précis qu'il faudrait vraiment gérer avec parcimonie. Donc, la première ligne, c'est la ligne d'alerte. La deuxième ligne, c'est la ligne d'action.
l'évolution normale du travail ne devrait pas traverser la ligne d'alerte. Mais il y a des situations qui peuvent, n'est-ce pas, se caractériser par la traversée de la ligne d'alerte et nécessiter une prise en charge particulière afin de l'améliorer. Donc, comme on l'a dit dans la définition, c'est un diagramme qui permet d'alerter de façon précoce. Donc, si la courbe de dilatation traverse ces lignes d'alerte-là, il pourrait y avoir plusieurs causes. Peut-être les contractions ne sont pas bonnes, il faut améliorer les contractions. Nous allons voir devant comment remplir, comment prendre en charge cela. Donc, en dessous donc, du cervicographe, nous avons le tableau pour matérialiser les contractions. Donc là, c'est codifié de 1 à 5 et c'est en 10 minutes. Donc le nombre de contractions en 10 minutes sera matériel. Un carreau, c'est pour une contraction, 2 pour 2, 3, ainsi de suite. Nous allons voir comment assurer parce qu'il faut connaître le nombre de contractions en 10 minutes, sa durée et son intensité. Mais l'intensité n'est pas généralement matérialisée sur le pactogramme, c'est juste le nombre et la durée des contractions qui sont matérialisées sur le pactogramme. Donc, en dessous donc, du tableau des contractions utérines, déjà avant d'avancer, on dira que les contractions normales varient de 3 à 5. En dessous de 3, on parlera d'hypocinésie, de fréquence, parce que c'est le nombre qui n'est pas bon. Et au-dessus de 5, on dira hypercinésie de fréquence. La durée normale des contractions, la bonne durée, c'est 40 à 60 secondes. Donc, en dessous de 40, on dira hypocinésie de durée. Et au-delà de 60 secondes, on dira hypercinésie de durée. Donc, on peut avoir en fréquence, mais mauvaise en durée. C'est bien possible. Et sur le pactogramme, ça pourra bel et bien être matérialisé. Donc, l'ocytocine, un des médicaments très utilisés pour améliorer les contractions, a également sa place dans le pactogramme et il sera matérialisé. La première colonne, c'est le nombre d'unités. Et tout juste en bas, c'est le nombre de gouttes par minute. Donc, on tient à rappeler que ces unités-là, des ampoules d'ocytocine peuvent venir doser à 5 unités ou 10 unités. Donc, on peut, selon les recommandations, mettre 10 unités dans 500 cc de sérum glucosé. Et on commence la titration à 10 gouttes par minute, en augmentant de 10 gouttes jusqu'à 60 gouttes sans dépasser 60 gouttes dans le but d'améliorer les contractions. Donc, nous allons également l'aborder devant. Donc, après la première partie qui concerne la surveillance obstétricale, il y a également la surveillance maternelle. Donc, dans la surveillance obstétricale, nous avons montré les éléments de surveillance pour la progression du travail et les éléments de surveillance du fœtus. Le fœtus, c'est les BD, c'est les bruits du cœur du fœtus. Et chez la maman, donc, les différents paramètres que nous allons aborder, que nous allons suivre, c'est la pression artérielle, le pouls, la température maternelle et les urines. Donc voilà la première page du pactogramme. Donc, le pactogramme commence pendant le travail et finit après l'accouchement. Donc il y a également une deuxième fiche de surveillance après l'accouchement, dans les 6 heures qui suivent l'accouchement. Donc ne pas remplir le pactogramme et s'arrêter après l'accouchement. Parce que les 6 premières heures, les patientes dans le postpartum immédiat et précoce sont exposés, n'est-ce pas, à faire des hémorragies. Et pour cela, il faudrait donc surveiller pour éviter qu'il y ait des complications liées à ces hémorragies-là.
Donc, avant de continuer, nous allons donc rappeler les 3 périodes du travail. Donc, le travail constitue de 3 périodes. La première période qui va de l'effacement jusqu'à la dilatation complète du col. La deuxième qui correspond au phénomène mécanique permettant l'engagement, la descente et l'expulsion du fœtus. Donc, cette deuxième période va de la dilatation complète à l'expulsion du fœtus. La troisième période, c'est celle qui correspond à la délivrance, c'est-à-dire à l'expulsion du placenta hors de la filière génitale. Donc, le parthogramme interviendra à la première période, à la deuxième période et à la troisième période. Parce que même après l'expulsion du placenta, il y a toujours la place dans l'utilisation du parthogramme. Donc, quels sont donc les critères pour remplir un parthogramme? Donc, le parthogramme autrefois était utilisé seulement pour suivre des accouchements dont le fœtus était en présentation céphalique. Aujourd'hui, il n'y a pas que, comme nous l'avons cité parmi les éléments de surveillance, la surveillance fœtale. Donc, le parthogramme peut être utilisé quel que soit le type de présentation, que la présentation soit céphalique ou de siège, en sachant que c'est des présentations qui puissent mener à un accouchement. Donc, quels sont donc les intérêts? Quel est donc l'intérêt de l'usage du parthogramme? Il a plusieurs intérêts, notamment diagnostiques, parce qu'au travers de son utilisation, on pourra poser facilement les diagnostics de souffrance fœtale aiguë si les BDC, les bruits du cœur du fœtus, sont jugés anormaux, c'est-à-dire n'étant pas dans l'intervalle normal compris entre 110 et 150 selon l'OMS ou 120 et 160. Diagnostic aussi parce qu'on peut mettre en évidence une disproportion céphalopelvienne à travers le parthogramme permettant ainsi de poser ce diagnostic. Comme deuxième intérêt, il est thérapeutique parce qu'une fois le diagnostic posé, nous ouvrons très facilement les portes pour une prise en charge. Médico-légal parce que à travers ce document, le personnel accoucheur est protégé ou exposé face à des institutions juridiques. Donc, il n'est pas permis de faire un accouchement sans utiliser le parthogramme. Donc, c'est au risque et péril de l'accoucheur. Donc, tout accouchement doit avoir un parthogramme. Même s'il finit par une césarienne, le parthogramme doit être là pour permettre de voir l'évolution de la surveillance, l'évolution du travail jusqu'au moment du diagnostic. Donc, il a aussi un rôle pédagogique parce qu'à travers ce parthogramme, on peut véhiculer un certain nombre d'informations, un certain nombre d'enseignements à tout apprenant. Donc, comme nous l'avons rappelé, il permet la détection précoce des anomalies, l'augmentation, de dépister l'augmentation du travail, de reconnaître une disproportion céphalopelvienne, de détecter les anomalies du bien-être, une bradycardie fœtale ou une tachycardie fœtale peut être mis en évidence, permettant ainsi de prendre une décision. Donc, ainsi donc, parcouru, nous allons aborder la deuxième partie de notre présentation qui porte sur les principes du parthogramme. Pour cela, nous allons aborder les 3 principales parties, à savoir les paramètres obstétricaux, fœtaux et maternels. Concernant les paramètres obstétricaux, nous tenons à rappeler que la phase active du travail commence lorsque la dilatation du col de l'utérus atteint 4 cm. Selon l'OMS, un débat est lancé pour une ouverture du parthogramme à partir de 5 cm, mais pour l'instant, ce n'est pas encore implémenté. Donc, nous retenons que la phase active débute à 4 cm. Donc, de 0 à moins de 4 cm, c'est la phase de latence.
Donc, pendant la phase active, donc, le rythme de dilatation du col ne devrait pas être inférieur à 1 cm par heure. Donc, quelle que soit la gravité de la patiente, quel que soit son âge, c'est au moins 1 cm par heure. Sinon, il y a un souci. Et c'est à travers le pathogramme qu'on pourra très facilement le détecter. Il vaut mieux éviter de multiplier les touchés vaginaux pour limiter les risques infectieux, pour limiter aussi le stress, parce qu'à force de toucher à des heures non réglementaires de façon rapprochée, la patiente peut davantage stresser et ça peut compromettre l'évolution du travail. Donc la descente du mobile fœtal doit être régulière et mesurée par 2 méthodes, soit par la palpation abdominale, soit au travers du toucher vaginal pour évaluer la station. Les contractions utérines doivent être régulières et efficaces. Donc, ici, j'aimerais faire un point d'arrêt pour faire un petit rappel. Il y a une grande différence entre contractions efficaces et bonnes contractions. Les bonnes contractions sont celles qui durent 40 à 60 secondes, qui sont de 3 à 5 en termes de fréquence toutes les 10 minutes. Tandis que on parle de contractions efficaces lorsque ces contractions, qu'elles soient de bonne intensité, de bonne fréquence ou de bonne durée, qu'elles soient de bonne intensité, de bonne fréquence ou de bonne durée, ou pas, n'est-ce pas, en tenant des modifications cervicales. Donc, quelle que soit la durée des contractions, quel que soit le nombre, quelle que soit l'intensité, s'il y a modification cervicale, s'il y a modification du col de l'utérus, alors on dira que ces contractions sont efficaces. Tandis que les bonnes contractions, il faudrait qu'il y ait 3 à 5 contractions en 10 minutes. Il faudrait que la durée soit comprise entre 40 et 60 secondes. Et il faudrait qu'il y ait une bonne intensité pour parler de bonne contraction. En termes de perte sanguine, il ne faudrait pas qu'il y ait une hémorragie du postpartum. De nos jours, on définit l'hémorragie du postpartum comme une perte après un accouchement, une perte de sang après un accouchement par voie basse ou par césarienne, inférieure à 500 cc, ou l'absence de modification des paramètres hémodynamiques après un accouchement. Donc, quels sont donc ces paramètres fœtaux qu'on va surveiller? Les bruits du cœur du fœtus devraient, n'est-ce pas, être compris entre 110 et 160 battements par minute. L'hospitalisation doit se pratiquer toutes les 15 minutes et juste après une contraction. Ça, c'est dans les situations normales. Mais la première surveillance ou en fonction donc des différents éléments anamnéstiques, on peut être amené à suivre ces bruits du cœur du fœtus avant, pendant et après la contraction pour mieux apprécier la tolérance du fœtus vis-à-vis de ces contractions. Nous savons que les contractions entraînent des vasospasmes au niveau des vaisseaux utérins, entraînant ainsi un arrêt de perfusion, un arrêt transitoire de perfusion utéroplacentaire, pouvant être à l'origine d'une décélération ou d'une souffrance fœtale aiguë. Donc, c'est important de bien apprécier la tolérance de ces contractions par le fœtus. La coloration du liquide amniotique, nous l'avons vu sur le pathogramme, est un reflet indirect du bien-être fœtal. Nous savons qu'une coloration claire, limpide, est de bon pronostic. Teintée méconiale ou sanguinolente, le pronostic peut ne pas être bon. Donc, comme troisième élément, le mobile fœtal doit s'adapter à la filière osseuse.
parce que le bassin maternel est constitué des os et le fœtus, en traversant ce bassin, doit épouser la forme du bassin afin de pouvoir passer facilement. Une déformation du crâne qui s'accentue sans que la descente ne s'effectue est pourvoyeur d'une disproportion céphalopelvienne. Donc, il faudrait, et ce serait très facile de le voir, de le remarquer sur un partogramme. Donc, nous verrons que la dilatation évolue, mais la descente n'évolue pas. À un certain moment de la surveillance, la courbe de dilatation traversera la ligne d'alerte ou même la ligne d'action et permettra facilement de poser ce diagnostic de disproportion céphalopelvienne, donc une inadéquation entre la partie présentante du fœtus et le bassin maternel. Concernant les, ils doivent rester normaux tout au long du travail en dehors d'une légère accélération du pouls et d'une modeste hyperthermie. Donc, ainsi donc fini, nous allons aborder les différents composants du pathogramme qui sont constitués de 3 éléments, comme nous l'avons vu à l'introduction: la surveillance obstétricale de la progression du travail, la surveillance du fœtus et la surveillance des paramètres maternels. Le degré de dilatation cervicale va de 0 à 10 cm. C'est la première période du travail, la première période d'accouchement. La deuxième, la qualité du col à travers le toucher. Quelle est sa consistance? Quel est son effacement ou son raccourcissement? Donc, la descente du mobile fœtal qui peut s'apprécier soit par le toucher vaginal à travers la station ou par le palpé abdominal pour mieux apprécier la descente. Le palpé abdominal permettra de dire c'est 5/5, 4/5, 3/5 par rapport au détroit supérieur. Et nous tenons à rappeler que la station 0 qui est engagée correspond à 1/5. Les contractions utérines. Concernant les contractions utérines, apprécier le nombre en 10 minutes et sa durée en secondes. Nous avons rappelé que l'intensité n'est pas matérialisée sur le partogramme. La surveillance du fœtus, quant à elle, se fera à travers l'auscultation des bruits du cœur du fœtus toutes les 15 minutes, l'appréciation de la descente, est-ce qu'il y a présentation de chevauchement des os du crâne, est-ce qu'il y a présence d'une bosse sérosanguine, sachant que la bosse sérosanguine peut traduire une disproportion céphalopelvienne ou une dystocie cervicale, parce qu'il y a des bosses physiologiques et des bosses pathologiques. La poche des os doit également être appréciée, si elle est intacte ou rompue. Si elle est rompue, ça serait important de rappeler l'aspect du liquide amniotique parce qu'il permet d'avoir une idée sur le bien-être fœtal à travers sa coloration. Donc voici sur cette diapositive l'évolution des bruits du cœur d'un fœtus durant le travail. Donc sur cette diapositive, ce qui est important de signaler, nous l'avons bien précisé plus haut, commencer par une identification. Là nous voyons c'est Madame H qui est à sa 4e grossesse et qui est arrivée le 20 mai 2000, dont la date, admise à 10 heures, dont les membranes se sont rompues 1 heure plus tôt. Donc, à son arrivée, les bruits du cœur du fœtus étaient à 140.
Tout juste en bas, liquide amniotique, nous voyons C qui renvoie à clair. Donc, le liquide amniotique était clair et les chevauchements étaient à plus 1. Des os du crâne étaient juste apposés. Donc, il n'y avait pas de chevauchement des os du crâne. Quand c'est plus 2, il y a chevauchement des os du crâne réductible, c'est-à-dire en faisant le toucher et en faisant une légère pression sur ces os du crâne, la réduction est faite très facilement. Par contre, si malgré la pression exercée avec les doigts sur les sutures, sur les os du crâne du fœtus, il n'y a pas de réduction, on dira que c'est plus 3. Donc, sur cette diapositive, nous montrons comment évoluent les bruits du cœur du fœtus avec le temps. Vous voyez ici, on a surveillé ces bruits du cœur toutes les 30 minutes. Et quelques heures plus tard, les bruits du cœur progressivement ont commencé jusqu'à en dessous de 100. Et si nous constatons bien, à partir de 120, le liquide amniotique qui était au départ clair est devenu teinté. Le B ici renvoie à blood, est devenu teinté de sang, puis de méconium. Le M renvoie, n'est-ce pas, au méconium, qui est un signe de souffrance fœtale aiguë. Autre élément, au départ, on était à plus 1 concernant le chevauchement. Ensuite, plus 2, ça veut dire que le chevauchement était réductible. Et enfin, plus 3, donc chevauchement irréductible. Là, nous sommes bel et bien en phase de souffrance fœtale aiguë compliquant une disproportion céphalopelvienne. Pourquoi la disproportion céphalopelvienne? Parce que on a un chevauchement irréductible. Pourquoi la souffrance fœtale aiguë? Parce qu'on a une décélération avec un nadir, c'est-à-dire la fréquence cardiaque la plus basse à 90 et un liquide amniotique méconial. Ce sont des éléments en faveur d'une souffrance fœtale aiguë. Donc là, c'est un cas typique de souffrance fœtale aiguë qui nécessite un accouchement par la voie la plus rapide. Cette voie peut être par césarienne ou par voie basse si la dilatation est au moins à 8 cm. Donc, concernant les autres composantes, la surveillance maternelle, toutes les heures, on doit prendre le pouls, la tension, la pression artérielle, la température, surveiller les urines, à savoir son volume, sa couleur. Les événements intercurrents qui peuvent survenir, notamment les métrorragies, dans les saignements, changement du comportement, parce qu'il y a des cas qui ont été décrits d'embolie amniotique qui se manifestent par des dyspnées et des douleurs thoraciques qui sont souvent mortelles durant le travail. La tolérance de la douleur, toujours accompagner la patiente et se rassurer qu'elle tolère mieux sa douleur. La rubrique thérapeutique, toute l'administration de médicaments, que ce soit par voie orale ou par voie injectable, devra, n'est-ce pas, être mentionnée et datée. Donc voici sur cette diapositive comment est-ce qu'on matérialise des paramètres sur le patogramme. La tension, la pression artérielle est matérialisée entre les lignes verticales sous forme de flèches, en sachant que la diastole est en dessous et la systole est au-dessus. Le pouls maternel est matérialisé sur les lignes verticales et non entre ces lignes verticales-là. Donc, le pouls et la tension ne doivent pas être sur la même ligne. Donc, c'est une précision importante à faire. Et comme vous l'avez vu au niveau des bruits du cœur du fœtus, la fréquence de surveillance du pouls
maternelle correspond aussi à la fréquence de surveillance des bruits du cœur du fœtus toutes les 30 minutes, sauf en cas d'indication particulière de suspicion de souffrance fœtale aiguë avec mort fœtale in utero. Donc, où on peut rapprocher la surveillance toutes les 5 ou toutes les 10 minutes. Mais sinon, de façon générale, en dehors des cas particuliers, c'est toutes les 30 minutes que se fait la surveillance. La pression artérielle se fait toutes les 4 heures chez une femme qui n'a pas de souci de tension artérielle. Mais en cas de souci particulier, on pourra rapprocher cette surveillance toutes les 2 heures ou toutes les heures. La température se prend toutes les 2 heures. La durée peut également être évaluée. C'est surtout chez des patients qui présentent des pathologies telles que les prééclampsies. Mais de façon routinière, c'est courante. La partie composante, la partie des éléments de surveillance maternelle qu'il faudrait savoir. Concernant donc le remplissage, nous l'avons rappelé, nous allons juste détailler. Tout commence par l'identification de la patiente, ensuite les bruits du cœur du fœtus toutes les 30 minutes, le liquide amniotique I qu'on devra matérialiser sur le paratogramme en mettant I si les membranes sont intactes, C si après la rupture des membranes le liquide amniotique est clair, M si le liquide est teinté de méconium, B qui renvoie à blood. Donc la dilatation, nous l'avons également rappelé, elle s'évalue à chaque toucher vaginaux et se matérialise par une croix sur le paratogramme, tandis que la descente se matérialise par un cercle. La ligne d'alerte, qui est le segment prenant son origine à 4 cm de dilatation et se terminant au point où la dilatation est complète, à raison de la progression de la dilatation, comme nous l'avons dit, 1 cm par heure. La ligne d'action, quant à elle, parallèle à la ligne d'alerte, est séparée de 4 heures plus à droite. La descente est évaluée à la palpation abdominale. Le nombre d'heures, notamment la durée écoulée depuis le début de la phase active jusqu'à l'accouchement, et enfin l'heure qu'il est. Donc, quelle que soit la structure sanitaire où on se trouve, on devrait utiliser un patogramme, même si à la fin, la patiente est référée, c'est muni de ce patogramme qu'elle pourra être référée. Le patogramme est l'élément capital qui a plus de valeur que l'observation médicale en salle d'accouchement. On peut tolérer un accouchement sans observation médicale, mais pas un accouchement sans le patogramme, d'où l'importance de bien connaître cet outil de travail. Le nombre de contractions, quant à lui, toutes les 30 minutes, déterminé à partir de la palpation abdominale, dans le but de compter le nombre de contractions en 10 minutes, d'évaluer sa durée et son intensité. En cas d'utilisation d'ocytocine, le matérialiser sur le patogramme, nombre de gouttes par minute et le nombre d'unités utilisées. Et en cas d'utilisation d'autres médicaments, il serait aussi important de le matérialiser. Donc, sur cette diapositive, nous montrons l'évolution du travail chez une patiente jusqu'à son accouchement. Donc, nous voyons là, au niveau du cervicographe, cette dame est arrivée à 9 heures. Cette dame est arrivée à 9 heures et à son arrivée, à l'évaluation, le col était dilaté à 5 cm et la descente était à 3/5. Donc, 2 heures après, toujours à 9 heures, elle présentait 4 contractions en 10 minutes qui variaient entre
entre 20 et 40 secondes, autant pour moi. Donc, matérialisé par de façon assurée, nous allons voir devant comment faire pour pour le matérialiser. Lorsque ces comptations durent entre 20 et 40 secondes, on les matérialise de façon assurée comme c'est présenté ici. 2 heures après, au moment de la réévaluation, la patiente était à pratiquement 7 de dilatation. Nous voyons ici que la courbe de dilatation s'est décollée vers la gauche de la ligne d'alerte, chose qui est bonne. Ça veut dire que la cinétique de dilatation était bonne. Par contre, si cette courbe se retrouvait à droite de la ligne d'alerte, c'est-à-dire entre la ligne d'alerte et la ligne d'action, on allait donc conclure que l'évolution de la dilatation en fonction du temps n'était pas bonne et c'est un signe d'alerte. Peut-être les contractions ne sont pas bonnes, il faut les améliorer en utilisant des méthodes comme l'utilisation de l'ocytocine. Donc à 11 heures, la descente a évolué, elle est passée de 3 cinquièmes à 2 cinquièmes. Et la patiente a eu une amélioration de ses contractions utérines qui, en termes de temps, sont restées à 4 en 10 minutes, mais en termes de durée, qui s'est améliorée en passant à 40 à 60 secondes de durée. Donc, 1 heure plus tard, au lieu d'avoir 4 contractions, la patiente avait déjà 5 contractions en 10 minutes de bonne durée, donc comprise entre 40 et 60 secondes. À 13 heures, donc la patiente a accouché finalement et nous voyons là à droite de la ligne d'action, tout juste en dessous, mentionner l'heure de l'accouchement, l'âge, le sexe et le poids du fœtus. D'autres éléments également importants devraient être mentionnés à la marge, notamment les paramètres du fœtus. Est-ce qu'il y a eu déchirure du périnée? Si oui, quel était le degré de la déchirure? Donc, voici un exemple de partogramme qui a été bien rempli. Donc, le partogramme bien rempli, c'est jusqu'à l'accouchement. Donc, concernant donc le remplissage, la suite, la température notée toutes les 2 heures, le pouls toutes les 30 minutes, la pression artérielle toutes les 4 heures et la surveillance de la quantité des urines. L'accouchement est marqué des courbes de dilatation et de la descente. Il doit être noté en clair sur le partogramme comme présenté sur la diapositive précédente. L'heure de naissance, le mode et le type de présentation, le nouveau-né, ses paramètres anthropométriques, la température de la patiente au moment de l'accouchement. La délivrance, son mode devrait également être signalé. Le bilan cervico-vaginal, déchirure, épisiotomie ou réfection de ces déchirures devrait être mentionné à la marge du partogramme. La sortie de la salle de naissance avec un contrôle écrit des paramètres, la surveillance des températures, pression artérielle pour les saignements, le globe utérin et l'état d'analgésie. Donc, parvenu donc au terme de cette présentation qui, à mon avis, est une présentation théorique et pratique, nous pouvons donc dire que le partogramme a une utilité importante en salle d'accouchement. Il permet de réduire de façon considérable le taux de mortalité
maternité, maternelle et périnatale. Son utilisation doit être systématique au cours du travail. Sur ce, je vous remercie. Allô, des questions, des ajouts, des remarques? La parole est à qui veut la prendre? Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour la qualité de la présentation. C'était vraiment... Je voudrais savoir si c'est possible de revenir sur, je sais pas trop, comment on appelle? Je sais pas si c'était le rôle du pactogramme ou l'intérêt. Vous étiez en train de parler de... Ça permet la détection précoce des anomalies, des anomalies et de prévention du travail. En fait, je voudrais que vous reveniez dessus. Ok, sur l'intérêt du pactogramme. Non, c'est pas... Attends. C'est pas les principes, je sais pas trop, je me rappelle même pas du titre. Attendez. Non, non. Ceci. Non, non. Après ça, je pense que c'est après ça. Merci. L'intérêt, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, la question c'est... Non, comme c'est rapidement, quoi. Donc, j'ai pas eu le temps d'assimiler, de lire ce qui était écrit. Ok, ok. Donc, le pactogramme permet de détecter de façon précoce les anomalies de la progression du travail. Donc, ces anomalies peuvent être en rapport avec le fœtus, avec la mère ou avec l'évolution même des contractions utérines. Donc, chez le fœtus, une anomalie du rythme cardiaque qui se manifeste par une décélération ou une tachycardie peut signifier une souffrance fœtale aiguë. Et à travers cela, on posera ce diagnostic et prendre en charge de façon rapide. Chez la maman, il peut avoir une température élevée, donc une fièvre. Et vous savez, la fièvre augmente également la fréquence cardiaque du fœtus. Donc, sur le pactogramme, on peut mettre en évidence la fièvre maternelle et utiliser du paracétamol pour baisser cette température afin d'améliorer la tolérance du fœtus à la température maternelle. Donc, concernant les contractions utérines, on peut détecter aussi sur le pactogramme de façon précoce des contractions qui ne sont pas bonnes et les améliorer en utilisant des utérotoniques comme l'ocytocine, comme mentionné sur le pactogramme. Permet d'augmenter le travail en utilisant l'ocytocine, peut permettre de reconnaître une disproportion céphalopelvienne. La disproportion céphalopelvienne se reconnaît sur un pactogramme par une dilatation cervicale qui évolue normalement, mais la descente non, avec apparition d'une bosse sérosanguine. Donc, détecte les anomalies du bien-être fœtal à travers les bruits du cœur du fœtus, à travers la coagulation du liquide amniotique. On peut dire que le bien-être fœtal est bon ou mauvais. Ok, donc voilà en quelque sorte le résumé de cette diapositive-là. Christelle peut désactiver son micro, il y a beaucoup d'interactions. Christelle, viens vouloir désactiver le micro. Merci. Donc, je vais répondre. Là, on dirait que vous m'entendez pas. Allô? Oui, allô? Oui, après Oui, ça, vous allô? avez dit... Oui.
Après, Allô? oui. Oui. Après ça, on peut parler de prise en charge ou Prise en charge de... la prise en charge de la mère après la surveillance. On sait, il y a des complications, je ne sais pas trop. Vous avez dit que la prise en charge pouvait se faire de manière soit par voie, soit par... Allô? Vous n'entendez pas? Je vous suis pas bien, il y a beaucoup d'interactions là. Bon, c'est pas mieux que... Vous pouvez poser votre question de façon écrite. Voilà. Parce Merci. que là, je ne vous perçois pas bien. Docteur, s'il vous plaît, Christelle, bien vouloir désactiver votre micro si vous n'avez pas la parole, si vous n'avez pas de questions à poser. Christelle, bien vouloir, l'animateur Carmel doit modérer la session. Christelle, merci. Donc, est-ce que vous pouvez reposer la question maintenant, s'il vous plaît? Qui posait la question tout à l'heure? C'est moi qui posais la question. Ok, vas-y alors, je t'écoute maintenant. Oui, vous avez parlé de la prise en charge rapide au cas où il y aurait des complications au moment de la surveillance en disant que la prise en charge pouvait se faire soit par voie basse ou, comment on appelle, la césarienne. Mais est-ce que, moi moi, je pensais que la prise en charge rapide en cas de complications, c'est uniquement la césarienne, quoi. Ok, merci déjà pour ta question. Donc, face à une souffrance fœtale aiguë, je prends un exemple simple. Face à une souffrance fœtale aiguë, chez qui il faut faire un accouchement par la voie la plus rapide. Si la patiente est déjà à une dilatation avancée, c'est-à-dire à au moins 8 cm, la voie la plus rapide serait l'accouchement par voie basse, connaissant notre contexte. Parce que la voie basse, à partir de 8 cm, on peut faire un accouchement instrumental pour extraire le fœtus. Et cela prendrait moins de 20 minutes. Par contre, s'il faut préparer le cas pour une césarienne, les hôpitaux à Yaoundé, les plus prompts, les plus rapides, entre l'indication et l'extraction du fœtus font au moins 1 heure de temps. Donc, la voie la plus rapide serait la voie basse dans ce cas-là. Si l'accoucheur est expérimenté à faire un accouchement instrumental. Donc, comme nous sommes dans l'académie, c'est important de le rappeler que souffrance fœtale aiguë n'est pas toujours égale à césarienne. Parce que la césarienne peut ne pas être la voie la plus rapide pour la patiente. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Donc, une patiente, par exemple, qui vient dilatation complète avec les signes de souffrance fœtale aiguë, on ne va pas l'amener au bloc opératoire pour faire l'accouchement. On va la faire accoucher parce que c'est la voie la plus rapide. Donc, c'est un peu ça la logique. D'accord. Merci beaucoup. C'est bon, Oui, kiff, de rien. c'est bon, merci beaucoup. Bon, je vais commencer à répondre aux questions qui ont été posées dans la discussion. Allô? En attendant que d'autres viennent avec les questions. Oui, allô? Bonsoir, docteur. Allô? Bonsoir. Oui, Midrael Pointe depuis le Sénégal. Ok, enchanté, Midi.
Oui, merci pour la présentation. Elle était assez explicite. Merci. J'ai une question et peut-être un petit ajout par rapport à ce que nous faisons ici. Ok, merci. On t'écoute. Oui, déjà par rapport à la direction du travail pour les quantités le nombre de gouttes d'ocytocine, je pense que vous aviez dit 10 gouttes, c'est ça? Oui. Bon, ici chez nous, c'est 6. On commence avec 6 gouttes et on augmente progressivement. Par rapport aussi à la question de la consoeur tout à l'heure, en cas de disproportion fœto-pelvienne. Déjà, chez nous, on recommande de poser l'indication un peu tôt. Donc, il ne faut pas attendre que la patiente soit, par exemple, à 8 cm de dilatation pour poser l'indication. Et si la disproportion fœto-pelvienne est vraiment confirmée, et surtout avec des signes de souffrance, ici chez nous, c'est une indication de césarienne obligatoire. On ne fait pas de manœuvre. Bon, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas sortir des enfants avec des abdas à moins de 7. Il y a des retendissements plus tard. Maintenant, ma question, merci. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez là? Oui, je vous entends maintenant. Voilà, je disais maintenant, ma question, c'était par rapport à la surveillance. Vous ne nous avez pas dit le nombre d'heures de surveillance postpartum. En combien d'heures on doit surveiller la température, le pouls, la tension, le taux d'utérus, les lochis et tout. Vous n'avez pas dit pendant combien de temps cela doit se faire. Et l'exéa de la patiente, combien de temps s'il n'y a pas de complications, si l'accouchement est normal. Je n'ai pas bien compris la dernière question. Allô? Oui. Oui, je n'ai pas bien compris la dernière question. Oui. La dernière question, c'est par rapport à l'exéa de la patiente. Donc, quand je dis l'exéa, si une patiente vient L'exéa, c'est-à-dire? Elle peut rentrer chez elle après combien de temps? Ok. Merci. Il y a plus. Merci, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous et d'avoir vos questions. Je vais commencer par répondre à vos questions avant de chuter par les remarques. Concernant les questions, sur le patogramme, la surveillance après l'accouchement se suit pendant les 6 heures qui suivent l'accouchement. Maintenant, selon les services, la plupart des services spécialisés, les grands hôpitaux, le postpartum nécessite une hospitalisation de 48 heures. Ça, c'est dans notre contexte, en fonction des hôpitaux, en fonction des services. Mais sur le patogramme, l'Organisation mondiale de la santé a fixé la surveillance à 6 heures de temps. 6 heures après l'accouchement. Maintenant, comment est-ce que, par rapport aux remarques concernant la voie la plus rapide, l'accouchement instrumental est utilisé si et seulement si
c'est possible de faire un accouchement par voie basse. Donc, il y a des conditions à remplir pour utiliser, par exemple, le forceps, qui est un instrument qui permet d'extraire le plus rapidement possible le fœtus. Il faudrait que la dilatation soit complète, il faudrait que la présentation soit eutocique, c'est-à-dire une présentation de sommet occipital. Il faudrait que les membranes soient rompues. Il faudrait que les contractions, il faudrait que le mouvement adéquat et il faudrait que la station soit d'au moins 0, donc que la tête soit engagée. Donc, on ne peut pas faire un accouchement instrumental s'il y a une disproportion céphalopelvienne. Donc, la disproportion céphalopelvienne en elle-même est une indication de césarienne. Donc, l'utilisation de l'accouchement instrumental, c'est si et seulement si les conditions sont remplies pour un accouchement par voie basse. Donc, la souffrance fœtale aiguë en elle seule, sans autre facteur, parce que disproportion céphalopelvienne qui c'est compliqué de souffrance, la disproportion céphalopelvienne, ça veut dire qu'il y a une inadéquation, la tête ne pourra pas passer. Par contre, si c'est juste des signes de souffrance fœtale aiguë avec des conditions d'accouchement instrumental remplies, il faut faire l'accouchement instrumental si la dilatation est complète pour l'usage du forceps ou si c'est au moins à 8 cm de dilatation si on veut utiliser la ventouse. Donc, concernant la deuxième remarque par rapport à toujours la disproportion céphalopelvienne, de façon normale, dans la dilatation, disproportion céphalopelvienne, c'est quoi? C'est que l'évolution de la dilatation est normale, mais c'est la descente qui n'évolue pas. Donc, on ne doit pas attendre qu'il y ait une souffrance fœtale aiguë avant de penser que c'est une dilatation, une disproportion céphalopelvienne qui s'est compliquée de souffrance fœtale aiguë. Donc, très vite, ça se voit sur le partogramme et très vite, on indique la césarienne pour la faire avant qu'il y ait des signes de souffrance fœtale aiguë. Concernant l'utilisation de l'ocytocine, ça dépend des protocoles. Donc, chaque pays a son protocole. Donc, dans certains pays, on utilise même 250 cc de sérum glucosé et 5 unités. Donc, ça dépend des pays, ça dépend des protocoles. Et dans ces protocoles-là, on peut réajuster en fonction des cas. Par exemple, on peut avoir une patiente qui a un utérus cicatriciel chez qui on veut tenter un accouchement par voie basse. Elle a une dystocie dynamique, il faut améliorer cette contraction. Le consultant peut prendre sur lui ses responsabilités de stimuler avec l'ocytocine. Et il prend une petite quantité, il stimule et il reste prêt au cas où. Donc, c'est services dépendants, c'est pays dépendants, ça dépend des protocoles. Donc, sur cette remarque-là, je dirais utiliser en fonction du protocole de service. Parce qu'on peut être dans un même pays, mais dans deux hôpitaux différents qui utilisent des protocoles différents. Donc, je ne sais pas si j'ai pu parcourir toutes les remarques et les questions qui ont été posées. Midriel. Oui, merci, docteur. Comme vous avez dit, ça dépend aussi des protocoles et des pays. Oui. Ok, merci. Donc, je vais, en attendant que les uns et les autres posent d'autres questions, je vais répondre aux questions qui ont été posées dans le groupe. C'est quoi la différence? Lucrèce demande c'est quoi la différence entre contraction efficace et bonne contraction. Les contractions efficaces sont celles qui entraînent des modifications du col de l'utérus, tandis que les bonnes contractions se définissent à partir de la fréquence en 10 minutes, de la durée de chaque contraction et de leur intensité. Les bonnes contractions ont une fréquence de 3 à 5 en 10 minutes, de durée comprise entre 40 et 60 secondes et d'intensité 3 quoi. Donc l'intensité est subjective,
Mais selon les appareils, c'est autour de 60 à 80 mm de mercure en termes de pression. Donc, à partir, on peut avoir des bonnes contractions mais pas efficaces, inefficaces. Et on peut avoir des mauvaises contractions efficaces, mauvaises en durée, mauvaises en fréquence ou en intensité, mais curieusement, avec modification cervicale. Donc, on dira que ces contractions sont efficaces. Donc, le cas aimerait savoir à quoi sert la surveillance des urines chez une parturiente. Donc, les urines chez une parturiente peuvent être surveillées chez des cas particuliers ou des cas particuliers, notamment des patients qui ont des hypertensions sur grossesse, des patients qui ont une prééclampsie, parce que l'insuffisance rénale aiguë est la complication la plus redoutée des maladies hypertensives sur grossesse. Donc, on peut évaluer la diurèse pour avoir une idée de l'atteinte rénale liée à cette pression artérielle-là. Aussi, durant la prise en charge, on peut utiliser des médicaments qui peuvent avoir un impact sur la diurèse, notamment le sulfate de magnésie et tout ce qui sont souvent utilisés pour réduire la tension maternelle. Donc, c'est au cas par cas, ce n'est pas de façon générale. Et généralement, c'est des patients chez qui on va placer une sonde urinaire pour permettre d'évaluer cela. Donc, on ne place pas la sonde urinaire chez toutes les femmes qui viennent accoucher, qui viennent en salle d'accouchement. Donc, il faudrait avoir des cas particuliers pour le faire. Mais il faut le savoir que la diurèse, c'est important et c'est matérialisé sur le pathogramme. Ok. Adam demandait, je voudrais que vous reveniez un peu sur la ligne d'alerte et la ligne d'action. Ok, nous avons dit sur le pathogramme qu'il y a deux lignes parallèles, espacées de 4 heures de temps. Tout accouchement, toute évolution de la dilatation normale du col devait se faire à gauche de la ligne d'alerte, donc jamais toucher ou traverser la ligne d'alerte pour se retrouver entre la ligne d'alerte et la ligne d'action. Donc, toute évolution de la dilatation qui se fait à gauche de la ligne d'alerte est une dilatation normale, une évolution de dilatation normale. Tandis que si cette courbe d'évolution traverse ou touche la ligne d'alerte, on dira qu'elle n'est pas normale. Une courbe de dilatation ne devrait pas toucher la ligne d'action. Dans une maternité, comme on pourrait dire, normale, ayant le personnel qualifié, cette courbe ne devrait pas toucher la ligne d'action. Donc, si elle touche la ligne d'action, alors là, il faut agir très rapidement. Généralement, c'est la césarienne. Donc, aussi, commence toujours dès l'entrée de la patiente en salle d'accouchement, en salle de travail. Lorsqu'on ouvre le pathogramme, si une patiente arrive, toujours mettre la première dilatation sur la ligne d'alerte. Donc, si elle vient à 4 cm, vous pointez la croix sur la ligne d'alerte. Si elle vient à 5, 6, même à 10 cm, vous mettez la croix sur la ligne d'alerte. Normalement, la courbe de dilatation ne devait pas traverser la ligne ou rester sur la ligne d'alerte. C'est comme ça que c'est matérialisé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la préoccupation de Adam. Je vais répondre à la question d'Anissé qui demande la différence entre la descente et la station du fœtus. La descente s'évalue en palpant la partie présentante au niveau de l'abdomen. Donc, si la présentation est céphalique,
si au palpé abdominal, la main de l'examinateur qui est constituée de ses 5 doigts réussit à toucher de façon entière la tête du fœtus. Donc sa main empaume totalement la tête du fœtus. On dira que c'est 5 sur 5, donc ces 5 doigts réussissent à toucher la tête du fœtus. Généralement, la tête n'est pas encore engagée, elle flotte encore au-dessus du rebord du pubis. Donc, si en palpant 4 de ces doigts sur les 5 réussissent à toucher la tête, on dira que c'est 4/5 de la tête qui sont encore abdominales. Si c'est 3 doigts, on dira que c'est 3/5 de la tête qui est abdominale. Si c'est 2 doigts, c'est-à-dire l'index et juste le pouce, on dira que c'est 2/5 de la tête qui est abdominale. Généralement, 2/5 de la tête correspond à l'engagement. L'engagement qui, au travers du toucher vaginal, s'évalue à travers la station. Lorsque la station est à 0, on dira que la tête est engagée et station 0 correspond à la descente 2/5. Donc la différence entre la descente et la station, c'est que la descente s'évalue en examinant l'abdomen de la patiente, tandis que la station s'évalue à travers le toucher vaginal au niveau des épines ischiatiques. Donc, si la partie présentante traverse cette ligne imaginaire là, passant par les épines ischiatiques, on dira qu'il y a engagement. Que la station est à 0, qui correspond à 2/5. Il existe aussi plusieurs autres méthodes pour dire qu'il y a engagement, notamment la méthode de Demelin, de Fabre et tous. Donc, je ne sais pas si Anissé est satisfait. Si c'est le cas, merci de vous signaler. Si vous avez d'autres incompréhensions, merci de les poser également. Il n'y a plus de questions écrites. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une préoccupation ou un commentaire ou des ajouts. La parole est à qui veut la prendre. Merci. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Étudiant en 4e année médecine, FMS de Douala, Ambé Patrick. Oui. Ok, j'ai 3 questions. La première est de savoir, alors, vous avez parlé des cas où on a des souffrances fœtales aiguës, où on devrait faire un accouchement par la voie la plus rapide. Bon, la souffrance fœtale aiguë n'étant pas la seule indication. Alors, si on a une mort fœtale, un état de mort fœtale, Oui. et on a une disproportion céphalopelvienne, est-ce qu'on va aborder la césarienne pour avoir un fœtus Apgar 0? Ok, je note la première question. Ok, la deuxième question est de savoir, elle est un peu plus pratique. Pour un médecin qui se retrouve dans un centre de santé n'ayant pas un bloc opératoire ou en incapacité de pratiquer une césarienne, Oui. qu'est-ce que vous conseillez? Quand est-ce qu'on réfère? Dès que notre ligne dévie à droite de la première ou dès qu'elle touche la deuxième? Ok, je note la deuxième question. Merci. Ok, la troisième question est de savoir quels sont les médicaments qu'on note sur le partogramme. Uniquement les médicaments liés au travail, dont les utérotoniques, ainsi de suite, ou bien on note tout ce que la femme reçoit comme médicament.
Merci. Ok. Merci. Merci pour ces questions. Merci également. Je vais commencer par la première question. En cas de mort fœtale unité au secondaire à une disproportion céphalopelvienne, quelle est la voie d'accouchement? La voie la moins traumatisante qui n'aura pas un impact sur le devenir obstétrical, c'est la voie basse. Mais qui peut donc faire cet accouchement par voie basse et comment donc faire cet accouchement-là? On fait ce qu'on appelle la craniotomie. La craniotomie qui est une intervention qui consiste à percer la tête du fœtus, extraire le cerveau et en utilisant le forceps, tracter le fœtus pour le faire sortir. Mais c'est traumatisant pour le personnel et pour la patiente et sa famille. Très peu de praticiens le font de nos jours. Mais s'il faut voir quant au caractère morbide du geste, vaut mieux cela que de faire une césarienne parce que la césarienne, comme toute chirurgie, a ses complications qui peuvent être liées à la chirurgie, qui peuvent être liées aux produits anesthésiques et tout cela. Donc, il faut aussi voir le caractère coagulopathie en rapport avec la mort fœtale in utero. Donc, si c'est une mort fœtale in utero récente avec des bilans de la crasse sanguine normaux, là, c'est un cas qui n'a pas trop de risques, que ce soit par voie haute ou par voie basse. Par contre, si le bilan de coagulation n'est pas bon, il faudrait d'abord du plasma frais, il faudrait du sang frais, il faudrait bien préparer la patiente avant de prendre en charge. Donc, très peu de gynécologues font la craniotomie, mais comme nous sommes en train de parler de façon académique, il faudrait aussi tous les aspects de la prise en charge, savoir que la craniotomie peut être faite dans une technique qui consiste à percer le crâne du fœtus, extraire le cerveau afin de réduire le diamètre de la tête pour permettre son accouchement par voie basse. Mais c'est très peu réalisé car traumatisant, difficile à supporter par certains praticiens et par la patiente et sa famille. Donc, beaucoup préfèrent la césarienne par rapport à cette manœuvre qui est traumatisante. La deuxième question, c'était quand référer si on est dans un centre qui ne dispose pas d'un bloc opératoire lorsqu'on surveille la patiente. Déjà, il faut reconnaître que lorsque la courbe de dilatation du col atteint la ligne d'alerte, ça peut avoir plusieurs explications. Peut-être les contractions ne sont pas bonnes. Si les contractions ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'il faut améliorer ces contractions-là en utilisant les utérotoniques. Peut-être les contractions ne sont pas bonnes parce que les membranes sont encore intactes. Il faut, s'il y a possibilité, s'il y a indication, rompre ces membranes pour permettre de diminuer de façon considérable le liquide amniotique et augmenter les contractions par le réflexe de Ferguson. Nous savons que lorsque les contractions, lorsque la tête s'applique, lorsqu'il y a rupture des membranes, il y a libération endogène de prostaglandine qui va améliorer le col d'une part et augmenter les contractions d'autre part. Donc, s'il n'y a pas un problème de dystocie dynamique, alors il peut avoir un problème de dystocie
mécanique. Dans la dystocie mécanique, ça veut dire qu'il y a il peut avoir un problème en rapport avec le fœtus. Peut-être le fœtus ne présente pas son plus petit diamètre, donc il y a une malprésentation de la tête du fœtus, ou le bassin de la mère n'est pas adéquat. Donc, comment est-ce qu'il faut évaluer? Quels sont les arguments en faveur? Peut-être c'est une femme de petite taille, moins d'1,50 m. Peut-être c'est une femme qui a eu un antécédent de traumatisme du bassin. C'est une femme qui a une ostéomyélite. Ce sont des arguments anamnésiques qui peuvent orienter. Et il est important pour l'accoucheur de connaître, évaluer au moins cliniquement le bassin d'une patiente. Donc, à travers ces éléments-là, si c'est fœtal, le problème, malposition de la tête du fœtus ou bassin inadéquat, dès qu'on voit que les contractions sont bonnes, la dilatation évolue normalement, mais la descente n'évolue pas. Sachant qu'on n'a pas un bloc opératoire dès qu'on refait. Donc, la dilatation peut ne même pas encore toucher, peut à peine toucher la ligne d'alerte ou traverser la ligne d'alerte sans toutefois toucher la ligne d'action. Il faut référer dans le centre le plus proche pour une meilleure prise en charge et une meilleure surveillance. Donc le tout, c'est savoir la différence entre dystocie dynamique et dystocie mécanique. Parce que si c'est dynamique, il faut juste donner les contractions. La courbe de dilatation qui a touché ou traversé la ligne d'alerte pourra même arriver à toucher la ligne d'action, va s'améliorer si on donne les bonnes contractions. Par contre, si c'est une disproportion qui peut être liée soit à une malposition de la tête, soit à un bassin qui n'est pas adéquat, alors là, ça sera probablement la césarienne et il faudra référer rapidement avant que les signes de souffrance fœtale ne se manifestent. Quels sont, par rapport à la troisième question, les différents médicaments? Tout médicament qui est administré chez une femme en travail doit être mentionné sur le patogramme. Je préfère qu'on retienne comme ça. Tout médicament qui se donne en salle de travail doit être mentionné. Ça veut dire que c'est un médicament important pour la mère, pour le fœtus ou pour les deux. Donc, il faudrait obligatoirement le mentionner dans le patogramme. Merci. Bon, je pose une question, alors une personne répond. Donc, comment surveiller une femme en travail qui a une grossesse gémellaire? Comment utiliser le patogramme? Je passe la parole à qui veut la prendre. Merci. Bon, il n'y a pas une très grande différence par rapport à une grossesse monofœtale. Hein. Juste que par rapport au BDC par rapport au BDCF, on note pour J1 et J2. Bon, c'est plus là la grande différence. Bon, je n'ai pas tous les paramètres en tête, mais je pense que c'est la plus grande différence là. Ok. Merci. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Et lorsque le J1 vient en siège, quelle est l'attitude que vous avez là-bas? Voix basse ou voix haute? Césarienne. D'emblée? Oui. Bon, okay. Pour des utérus, du moins pour des femmes qui n'ont pas encore été opérées, si, comme vous aviez dit, tout est correct, la dilatation et tout, elle a une bonne dynamique utérine, on peut essayer l'accouchement par voie basse, mais la majorité des professeurs dans les services ici préfèrent ne pas parce qu'ils disent que généralement, l'accouchement des sièges, on peut tenter des manœuvres et ce n'est pas bon de faire des manœuvres sur J1. Donc, généralement, l'indication de césarienne est posée dans le... Ok.
Merci. C'est pas très différent ici aussi. Donc, c'est vrai que selon Sengoff, Collège national des génie-obstétriciens français, ça reste une indication relative, mais compte tenu des risques que cela comporte, on préfère ne pas s'engager. Quel que soit le type de siège, dans plusieurs hôpitaux ici chez nous aussi, on indique la césarienne d'emblée pour éviter ces risques-là. Mais si on reçoit une patiente, dilatation complète, J1 en siège, pourquoi pas tenter l'accouchement par voie basse? On peut le tenter. Mais si la dilatation n'est pas avancée, la présentation est siège, même si c'est un type de siège qui peut entraîner une dilatation cervicale complète, on ne prend pas le risque là. On fait une césarienne d'emblée. Donc, concernant le pathogramme, c'est comme tu as dit, il n'y a pas vraiment de différence. C'est seulement au niveau des BDC là. Il y a deux BDC qu'on va mettre à chaque fois. Généralement, les BDC ne seront jamais identiques. Donc, J1 peut être à 140, J2 à 135. Donc, on doit matérialiser ces BDC-là sur la courbe de surveillance des BDC. Donc, c'est la particularité. Sinon, le reste, ça ne change pas. Ça ne change pas. Et après l'accouchement, on sait que l'accouchement de J1 est passif, l'accouchement de J2 est actif. Finalement, après l'accouchement, on doit aussi noter sur le pathogramme l'heure de l'accouchement de J1, l'heure de l'accouchement de J2. C'est les deux particularités qu'il y a au niveau du pathogramme d'une grossesse multiple, que ce soit gémellaire ou triple ou quadruple. C'est J1 qui importe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est déjà 21h chez moi. Des questions? Donc, un seul pathogramme suffit pour la grossesse gémellaire. Pas besoin de faire deux. Beaucoup n'utilisaient pas le pathogramme lorsque la présentation n'était pas céphalique parce que la courbe de dilatation du col normal se voit généralement lorsque la présentation est céphalique parce que compte tenu de la consistance des os du crâne, l'application de cette tête sur le col favoriserait, n'est-ce pas, sa dilatation rapide. Par contre, la présentation des sièges a des parties molles et ces parties molles-là ne sont pas fermes et n'entraînent pas une dilatation, une évolution en termes de dilatation normale, à savoir supérieure ou égale à 1 cm par heure. Donc, rien que pour ça, la courbe de dilatation serait biaisée lorsque la présentation n'est pas céphalique. Donc, l'interprétation de la dilatation lorsque la présentation est de siège n'est pas la même comme quand c'est céphalique. Donc, les 1 cm par heure sont valables si et seulement si la présentation est céphalique. Pour une présentation de siège, généralement, l'accouchement est passif. Donc, on ne fait rien, on laisse évoluer jusqu'à la sortie de la pointe des omoplates. C'est après la sortie de la pointe des omoplates qu'on pourra, n'est-ce pas, faire des manœuvres pour faire accoucher le fœtus. Donc, le pathogramme ne s'utilise pas seulement pour le fœtus, paramètres maternels et obstétricaux. Donc, rien que
on ne peut pas exclure, on ne peut pas manquer d'utiliser le patogramme parce que la présentation n'était pas céphalique. C'était avant que ça se disait. Maintenant, on utilise le patogramme, quelle que soit la présentation, parce que ce n'est pas seulement l'évolution de la partie présentante qu'on surveille. Merci. Donc, sinon, nous allons vous envoyer la présentation dans le groupe et nous resterons toujours disponibles pour les éventuelles questions. Nous sommes tous des apprenants et personne n'a le monopole du savoir. Merci de partager vos expériences. Merci de poser les questions parce que c'est à travers les questions que nous pourrons réviser davantage et nous améliorer. L'avenir de la médecine dépend de nous. L'avenir de la médecine dépend de notre engagement envers l'amélioration de nos compétences. Donc, sur ce, je vous remercie énormément pour la participation et nous restons ouverts pour toutes questions, suggestions ou remarques. Je vous souhaite un bon début de semaine et bonne soirée à tous et à toutes. Merci.